Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos documents du jour. Pour commencer, imaginons un instant une scène un peu folle. Ah, je t'écoute. On est devant une maison ultra moderne, le genre vraiment intelligente, tu vois, connectée de la cave au grenier, avec des panneaux solaires immenses sur le toit, tout est géré par des algorithmes. Ouais, le rêve technologique parfait, l'indépendance totale. C'est ça. Et puis, d'un coup, il y a une simple panne de réseau chez le voisin, juste quelques jours. Et là, badaboum, tout s'effondre. L'intelligence artificielle s'éteint. Exactement. Les radiateurs se coupent, et pour s'éclairer, ou juste pour ne pas mourir de froid, les habitants de cette maison futuriste doivent allumer des bougies et faire un feu de bois en plein milieu de leur beau salon en marbre. C'est un sacré contraste, ouais. Le paradoxe, c'est exactement la toile de fond de notre analyse d'aujourd'hui, qui se base sur une série de rapports détaillant la crise énergétique récente au Maroc. Voilà, et je précise tout de suite, notre mission aujourd'hui n'est absolument pas de prendre parti politiquement. Les documents qu'on a sous les yeux touchent à des sujets sensibles, avec des alliances régionales complexes, notamment avec l'Algérie et l'Espagne. Tout à fait, c'est hyper important de le rappeler. Donc notre but, c'est vraiment de décortiquer les faits rapportés par ces sources pour comprendre en fait la mécanique de cette vulnérabilité énergétique. Comment un événement de quelques jours peut faire vaciller tout un système. Et justement, pour comprendre cette crise globale, il faut qu'on s'arrête sur cet élément déclencheur, le fameux choc des 4 jours. Ouais, le test de résistance ultime pour leur réseau. C'est ça. Les sources parlent d'une baisse drastique, puis d'une coupure totale de gaz naturel venant d'Espagne, pendant 4 jours. Et franchement, 4 jours, à l'échelle d'un État, c'est rien du tout. C'est un battement de cils. Et pourtant, les rapports montrent une urgence absolue. Le Maroc a dû réactiver précipitamment ses centrales à charbon, et le texte mentionne même un recours aux bois de chauffage. Bah oui, au bois de chauffage pour compenser localement. Et c'est là que je bloque un peu, en fait. Partout, on lit que le Maroc est un champion de la transition énergétique. Ils ont le complexe solaire Nour qui est gigantesque, des parcs éoliens partout. Des milliards d'investissements, oui. Voilà, donc on a un pays tapissé de technologies vertes. Pourquoi une coupure de gaz de seulement 4 jours crée une telle panique? Pourquoi il ne s'appuie pas juste sur le soleil et le vent, le temps que le gaz revienne? En fait, c'est la physique pure des réseaux électriques qui entre en jeu. Et c'est un domaine qui pardonne pas. Le truc, c'est que l'électricité à cette échelle, ça se stocke pas. Pas avec les batteries actuelles en tout cas. Exactement. Les batteries sont ridicules face aux besoins d'une nation. Donc, le solaire et l'éolien, c'est ce qu'on appelle des énergies intermittentes. Quand le soleil se couche ou que le vent tombe, Ah, bah la production chute. voilà. Et pour qu'un réseau électrique national tienne le coup sans faire un blackout total, il doit maintenir une fréquence hyper constante. En général, c'est autour de 50 Hz. Ok, donc un équilibre parfait entre l'offre et la demande. C'est ça. Si la demande dépasse l'offre, même d'une fraction de seconde, le réseau disjoncte pour se protéger. C'est là qu'on a besoin des énergies qu'on appelle de base ou pilotables. Et c'est là que le gaz intervient. En plein dans le mille, une turbine à gaz, ça démarre dans quelques minutes. C'est l'amortisseur parfait. La nuit tombe, le solaire baisse, tu allumes le gaz, et le réseau reste à 50 Hz. D'accord, donc si le tuyau de gaz se vide soudainement, ton amortisseur disparaît. Et ton réseau vert devient incapable de tenir seul. C'est dingue. Mais pourquoi ne pas avoir des réserves de gaz de côté au cas où? Le document pointe justement cette fragilité structurelle. Contrairement au charbon, que tu peux juste entasser sur un terrain vague. Ouais, en gros tas à côté de l'usine. Voilà. Le gaz, c'est hyper complexe et cher à stocker. Il te faut des cavités souterraines géantes ou des cuves cryogéniques ultra sécurisées. Si t'as pas ça, tu fonctionnes en flux tendu. Le gaz arrive et va direct dans la turbine. C'est exactement ce qui s'est passé. La coupure a vidé les tuyaux instantanément. Du coup, la seule route secours pilotable, c'était le charbon qui dormait près des centrales. Et le bois. C'est un paradoxe écologique assez douloureux. Ah, ça c'est clair. Ton système vert ultra moderne te force à revenir aux fossiles du 19e siècle, parce qu'il te manque du gaz. C'est tout le paradoxe souligné par les auteurs. Mais du coup, cette dépendance au flux tendu soulève un autre point. Le document dit que le gaz venait d'Espagne. Mais l'Espagne, elle n'a pas de gisement de gaz naturel, si? Absolument pas. Donc comment le Maroc s'est retrouvé à dépendre, pour la survie de tout son réseau électrique, d'un pays intermédiaire qui ne produit même pas le gaz qu'il envoie? Pour comprendre cette anomalie, le rapport nous remène à une année charnière, 2021. C'est l'année où le gazoduc Maghreb-Europe a été fermé. Le fameux GEM. Exactement.
Et attention, on ne parle pas d'un petit tuyau de dépannage, hein. C'était une infrastructure titanesque, plus de 1300 km de long. Ça partait d'où exactement? Des immenses champs gaziers de Assirmel en Algérie, ça traversait tout le Maroc, ça passait sous la mer au détroit de Gibraltar pour alimenter l'Espagne et le Portugal. Et le Maroc gagnait quoi là-dedans? C'était un accord redoutable d'efficacité. Le Maroc prélevait directement une partie du gaz en nature, comme droit de passage, et ça couvrait presque tous ses besoins électriques. Une artère vitale, quoi, directement branchée sur la source. Mais fin 2021, suite à des ruptures diplomatiques très lourdes avec le Maroc, l'Algérie décide de ne pas renouveler le contrat. Donc il ferme le robinet à la frontière. Voilà, le tuyau géant qui traverse le pays se retrouve vide du jour au lendemain. Sauf que le texte mentionne que le gouvernement avait prévu le coup avec un plan B. Un plan de contournement, non? Oui, sur le papier, c'était audacieux. L'idée, c'était d'acheter du gaz sur le marché mondial, le faire livrer en Espagne par bateau. Et utiliser le bout du gazoduc GME entre l'Espagne et le Maroc, mais à l'envers. Exactement. Repousser le gaz du nord vers le sud. Mais alors pourquoi notre source qualifie ce plan B de solution limitée, coûteuse et instable? Ça avait l'air de fonctionner. En théorie, oui. Mais la physique et l'économie du gaz liquéfié, c'est impitoyable. Remplacer un tuyau direct par des bateaux, c'est un cauchemar logistique. Ah ouais, ok. Pourquoi? Avec le gazoduc, la pression naturelle pousse le gaz d'Algérie jusqu'aux turbines marocaines. Ça coûte presque rien. Mais pour le plan B, tu utilises du GNL, le gaz naturel liquéfié, et là, Attends, c'est l'analogie des seaux d'eau, c'est ça? J'ai adoré cette image. vas-y, raconte. En gros, au lieu d'utiliser un tuyau d'arrosage branché direct sur une citerne voisine, tu décides de payer des gens pour aller à un puits super loin. Ils remplissent des seaux, ils congèlent l'eau pour que ça tienne dans des camions, ils font le trajet, et ensuite ils doivent faire fondre la glace pour arroser tes plantes. C'est exactement ça. Et l'énergie pour refroidir, transporter et réchauffer, ça détruit toute la rentabilité. Dans la vraie vie, pour mettre du gaz dans un bateau, il faut le refroidir à moins 162 degrés. Ouch. Ça devient un liquide, 600 fois plus petit. Tu le mets dans des navires méthaniers de haute technologie qui coûtent une fortune à louer, et quand ça arrive en Espagne, Il faut le réchauffer. voilà, dans des terminaux de regazéification. Et l'Espagne te facture ce service, bien sûr. Ensuite, tu l'injectes dans le vieux gazoduc à l'envers. Et j'imagine qu'un gazoduc, c'est pas fait pour aller dans les deux sens, si. Pas du tout. C'est conçu avec des valves orientées, comme un cœur humain. Inverser le flux, ça demande des adaptations de dingue, et le débit physique reste très limité. D'où le terme limité dans le rapport. Et pour le côté instable? Avec le gazoduc, tu avais des contrats à long terme. Là, le Maroc est sur le marché mondial, le marché spot. Ils sont en concurrence avec des géants comme l'Allemagne ou le Japon. Ah oui, donc si la Chine a soudainement besoin de gaz, Les prix explosent en quelques heures. Les bateaux changent même de cap en plein océan pour aller vers celui qui paye le plus. Ta sécurité électrique ne dépend plus d'un accord local, mais de la géopolitique mondiale la plus volatile qui soit. ce qui nous amène au dernier terme, et coûteux. Tu payes le gaz cher, plus la liquéfaction, le transport maritime, la taxe espagnole et l'inversion du tuyau. L'addition est salée. Très salé. Et c'est pour ça qu'à la moindre perturbation espagnole, le château de cartes s'écroule. Et on rallume le charbon. Et ce naufrage du plan B nous ramène forcément à la cause première. Le document insiste lourdement sur le poids stratégique de l'Algérie en Méditerranée. Le rapport est très clair. L'Algérie, c'est pas juste un partenaire optionnel. C'est le centre de gravité énergétique de la région. C'est l'un des plus grands exportateurs de la Méditerranée. Mais c'est pas juste parce qu'ils ont du gaz sous le sable, si. Non, la vraie puissance, c'est l'infrastructure. Les gazoducs directs sous la mer vers l'Italie et l'Espagne. C'est un peu comme une gare de triage, en fait. J'ai l'image d'une locomotive incontournable sur un continent. Tu peux essayer de créer des petites routes pour l'éviter, mais à la fin, c'est le réseau ferroviaire principal qui dicte tout le trafic. C'est l'avantage écrasant du tuyau sur le bateau. Une fois qu'un pipeline est construit, le coût de transport est presque nul. Tu peux pas lutter contre ça avec des navires qui brûlent du carburant pour avancer. La géographie physique, c'est une dictature économique. Surtout quand toute l'Europe cherche du gaz pour remplacer la Russie, j'imagine, les tuyaux algériens deviennent en or massif. Des cordons ombilicaux irremplaçables. Contourner un acteur qui possède à la fois le puits et le tuyau direct, c'est nager à contre-courant. Et financièrement, ça finit par t'épuiser. Et c'est là qu'on arrive au mur de la réalité interne. Les sources documentent une grogne, une vraie friction au sein même du Maroc. Quand l'énergie coûte si cher, ça se répercute sur tout, non? Bah oui,
Le mégawattheure qui flambe, c'est pas juste abstrait. C'est la boulangerie qui peut plus allumer ses fours, c'est l'usine de ciment qui crève le plafond de ses coûts, c'est l'inflation au supermarché. Et donc les rapports disent que des voix commencent à s'élever au Maroc pour demander publiquement de rouvrir le dialogue avec l'Algérie. Exactement. Parce que la diplomatie, c'est bien. Ça marche avec des lignes rouges et de la fierté nationale. Mais l'économie s'en fout. Elle obéit aux maths. Les fameuses factures qu'il faut bien payer à la fin du mois. Voilà. Ton industrie survit pas si l'énergie coûte 3 fois plus cher que chez le voisin. Ces voies dans le pays, elles font de la comptabilité de survie. Elles voient bien que les bateaux et le tuyau inversé, ça tiendra pas sur 10 ans. C'est le choc frontal entre le pragmatisme économique et l'impasse politique. Tu peux pas faire tourner un hôpital ou un data center avec de grands discours, il te faut des électrons. Et si le moins cher, c'est le puits du voisin, l'économie finira par tordre le bras de la diplomatie. C'est la leçon globale des auteurs. L'économie gagne toujours face au risque d'un blackout industriel. Toute l'architecture électrique. On tente un plan B maritime qui s'avère être une ruine financière et logistique, et ce manque de gaz annule tellement les énergies vertes qu'on retourne brûler du charbon. Tout à fait. Et finalement, la réalité des factures pousse les gens à exiger un retour à la table des négociations. C'est l'infrastructure qui plie la politique. C'est ça. Et ça m'amène d'ailleurs à une réflexion assez vertigineuse sur le futur, tu vois. Ah, dis-moi. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de la grande transition verte. On rêve de super réseaux mondiaux, avec d'immenses câbles sous-marins pour ramener le solaire du désert vers l'Europe. Ouais, les autoroutes de l'électricité. Mais vu la fragilité géopolitique des gazoducs qu'on vient de voir, est-ce que ces futurs méga-câbles ne seront pas tout aussi vulnérables? Ah, tu veux dire couper le câble au lieu de fermer le robinet de gaz? Exactement. Est-ce que le passage au vert va vraiment pacifier le monde? Ou est-ce qu'un pays de transit aura juste un immense disjoncteur électrique avec lequel il pourra menacer ses voisins? C'est glaçant comme perspective. La technologie change, on passe du gaz aux électrons, mais la géographie et les chantages restent exactement les mêmes. Si t'as pas le contrôle de la prise, ta maison ultra-moderne n'est plus qu'une boîte noire où tu cherches des bougies dans le noir. C'est exactement le risque. Et c'est sur cette pensée qu'on va clore notre analyse du jour. Merci de nous avoir accompagnés dans les rouages, parfois grinçants, de l'énergie mondiale. Restez curieux.